D'ailleurs les réactions et vous allez nous dire, Jérôme Guedj, ce que vous pensez de cette ouverture, si même vous considérez que c'est une ouverture de parler de retraite à points. Moi, je me souviens qu'en 2020, pour le Parti socialiste, c'était un grand non. Je crois qu'à l'époque même, c'était votre collègue au Sénat, Patrick Kanner, qui avait dit que le gouvernement était à ce moment-là en train de détricoter, de débiter notre modèle social. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui, justement, vous pensez de cette proposition? On sait que tout à l'heure, Pablo le disait, la seule composante un peu de gauche qui était favorable à ça, c'était la CFDT. C'est encore le cas d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Jérôme Guedj, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors d'abord sur Bayrou et son optimisme. Il peut avoir l'optimisme de la volonté. Moi, je suis pétri par le pessimisme de la raison, en constatant que pour l'instant, le compromis qu'on est prêt, nous, à construire, ça se fait à deux, et qu'il y a quand même très peu de répondants. Il n'y a pas de répondants sur la méthode, voilà, parce que moi, je ne sais pas quel est le cadre dans lequel ce que nous, on a appelé un accord de non-censure. On peut appeler, comme vous voulez, des orientations partagées, un socle minimum de choses sur lesquelles on peut travailler ensemble. Pour l'instant, il n'y a pas de méthode. Alors attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Rendez-vous le 14 janvier à son discours de politique générale. Si vous le voulez bien, on va faire les choses dans l'ordre. Sur les méthodes, il y en a une. Il vous a dit, demain, rendez-vous demain, je vous laisse 3 options. La première, c'est soutien au gouvernement avec participation. La deuxième, soutien au gouvernement sans participation. Et la troisième, c'est une opposition ferme. Et nous, on est arrivé avec une proposition qui était déjà un signe fort, qui était de dire on ne participera pas au gouvernement. On aurait préféré, je ne vais pas vous refaire l'histoire, que ce soit un gouvernement de gauche ça, on sait, on qui, lui, construise des compromis. Et donc, par parallélisme des formes, on attend de ce gouvernement qu'il donne des signes de compromis dans la méthode. Donc, il vous reste 2 options. Laquelle vous choisissez à cette heure? Mais celle qui me permet de vérifier quel est le contenu, les orientations de l'urgence qui va venir assez vite, qui est la construction du budget. Il a chuté sur le budget. Je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il est prêt à faire comme bouger, je n'aime pas cette expression, comme évolution par rapport au texte sur lequel il a été censuré, ce qui était le budget de la sécurité sociale. Voilà, je ne sais pas. Nous, on était venus avec des propositions. On avait dit, ce budget, il est intenable, insupportable, parce qu'il met encore plus à l'os l'hôpital et les EHPAD. On demande 3 milliards de ressources supplémentaires pour l'ONDAM hospitalier. C'est comme ça qu'on appelle l'objectif de dépenses d'assurance maladie. Bon, est-ce qu'on peut commencer à discuter de ça? On ne veut pas de déremboursement des consultations médicales et des médicaments. Ça coûte 1 milliard. Là, pour l'instant, vous n'avez aucune réponse là-dessus. Parce qu'il n'y a même pas le cadre de la méthode. Juste une illustration. Vous allez comprendre pourquoi je suis un peu en colère. Le 17 décembre dernier, c'est mardi, François Bayrou fait son question au Premier ministre. Fin de la séance. Rendez-vous maintenant le 14 janvier. Vous ne croyez pas que dans le contexte dans lequel on est, avec pas de budget, moi je suis prêt à siéger entre Noël et jour de l'an avec l'ensemble des parlementaires. Ça vous choque ces vacances pendant 3 semaines des parlementaires? Oui, moi ça me choque profondément. Ouais. D'abord, on se prive d'un endroit. En ce moment, on a besoin d'une chose, c'est de se parler. Voilà. Et on se prive de l'endroit, l'unité de lieu. Je dis ça devant un homme de théâtre, de lieu et de temps où on peut se parler matin, midi et soir. Soit dans un cadre informel, soit même dans un cadre formel. On aurait très bien pu demander à chacune des commissions de l'Assemblée, celle des finances comme des affaires sociales, de dire réunissez-vous, partez du budget de ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Éric Coquerel et Charles de Courson, ils ont dit tout de suite, au moins sur les dispositions sur lesquelles il y avait un consensus au Sénat et à l'Assemblée nationale, on peut les reprendre telles quelles et les faire voter le plus vite possible. Et comme ça, on tord le cou aux inquiétudes légitimes sur certaines mesures qui ne vont pas entrer en vigueur tout de suite. Pardonnez-moi, mais c'est vrai, Christophe, que ça peut interpeller dans la situation dans laquelle on est, qui est là, un break de 3 semaines des parlementaires. Un mois. On se retrouve un mois qu'on se retrouve dans une situation, voilà, on ne va pas avancer pendant un mois. Oui, tout à fait. C'est pas normal que les parlementaires n'aient pas maintenu une continuité, en effet, de cette instance de dialogue. C'est pas de notre fait. C'est pas nous qui convoquons les sessions. C'est le bureau de l'Assemblée qui décide. Non, alors, là, si c'est le bureau de l'Assemblée, vous êtes majoritaire à la gauche au bureau de l'Assemblée. Non, mais il faut. Enfin, c'est pas lui qui peut décider. Enfin, moi, à la place de Bayrou, je suis pas dans sa situation. Il y a à la fois un momentum d'union nationale autour de la situation à Mayotte et d'urgence autour de la préparation des budgets et de dire le centre de gravité, il va du côté de l'Assemblée nationale et au moins. On commence à défricher. Et c'est l'autre problème sur la méthode, parce que vous disiez, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez soutenir comme ça? On ne peut pas être là pour signer un chèque en blanc.
Nous, on a quand même besoin d'avoir des biscuits, pardonnez-moi l'expression. On est dans une négociation, ce n'est pas un gros mot. On a dit qu'on était prêt à un accord de non-censure. Et tout le monde vous l'a dit, dans accord de non-censure, pour qu'il y ait non-censure, il faut qu'il y ait un accord et qu'on puisse parler des sujets. Il a mis sur la table la question des retraites. Mais il le fait en sachant pertinemment qu'il place ceux qui avaient fait de cette question une question essentielle, même si elle vient un peu après dans le calendrier, parce qu'il y a d'abord l'urgence du budget. Pardonnez-moi de le dire, de manière un peu triviale, il ne lâche pas beaucoup. Il ne lâche pas beaucoup. Tout de même, il dit que cette réforme peut être changée en profondeur. Il rouvre le dossier de la retraite à points. Il dit que 64 ans, c'est pas une bonne idée, qu'il y a sans doute d'autres solutions. Il ouvre énormément de pistes. Oui, mais d'accord, mais sauf qu'on a un problème de calendrier. Non, moi, je vais vous dire, parce que si on est sincère dans la démarche de l'intérêt général du pays n'est pas la somme des intérêts particuliers des formations politiques, de leur position antérieure. La demande de gel, moi je l'avais formulée dès le mois de fin juillet, début août, en disant c'est un point de compromis possible. On gèle l'application de la réforme pour envoyer un signal. Ce n'est pas une humiliation. Oui, mais vous savez qu'il doit aussi envoyer un signal à la droite, que ça a un mais coût. Justement, alors que là, ce signal-là n'est pas une humiliation. Non, mais là, le compromis, pardonnez-moi, qu'il propose, c'est de dire à la fois, on ne va pas aggraver les finances publiques parce qu'il n'y a pas de gel de la réforme des retraites. Donc pendant 9 mois, on se met autour de la table, on discute, on rouvre le débat et on laisse les forces politiques et les partenaires sociaux essayer de se mettre d'accord et de trouver un texte en commun. Est-ce que, sur le fond, vous ne vous dites pas... j'ai le sentiment, en vous écoutant, que vous n'avez pas forcément confiance vis-à-vis des partenaires sociaux pour se mettre d'accord. D'abord, ce n'est pas que la question des partenaires sociaux, mais mettez-vous à leur place. Si vous ouvrez une négociation dans laquelle il y a l'épée de Damoclès, qui est, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, parce qu'en plus, ce qu'il a dit, c'est les partenaires sociaux et les groupes parlementaires. Ouais. Si l'épée de Damoclès immédiate, c'est de dire, si vous ne mettez pas d'accord, donc on va continuer l'état du droit actuel, c'est-à-dire la réforme à 64 ans. C'est au défi. Ce n'est pas une manière, équilibrée et sereine d'appliquer. Inversons la charge de la preuve. Je gèle, vous négociez, vous trouvez une solution. Là, vous la trouverez pas, la solution, c'est sûr. Non, mais pourquoi? Parce que vous voudrez que le gel continue jusqu'en 2027. Je vous dis, mais je vais même vous dire, admettons même que le gel continue jusqu'en 2027. Moi, c'est ma position personnelle. Je pense que le bon moyen de trancher le sujet, c'est au moment de l'élection présidentielle, devant les Français. Et je vais même vous dire, et là aussi, c'est ma position. Là aussi, alors je vais vous répondre sur les moyens. Je vais vous répondre sur les moyens, mais sur la question de la retraite à points. Moi, je suis même ouvert, c'est ma position personnelle, je le dis à cet instant, de dire que toutes les options soient mises sur la table. Voilà. Toutes les réformes possibles du système de retraite soient rediscutées dans cette conférence sociale et qu'à ce moment-là, documentées, chiffrées, chacun des candidats à l'élection présidentielle dit, voilà, moi je prends l'option A, l'option B, l'option C, l'option D, et c'est les Français qui tranchent. On a même fait la proposition que ça puisse se faire sous la forme d'un référendum. Maintenant, sur la question des moyens, parce qu'il faut savoir dans la balance, qu'est-ce qui est le plus important? Le chaos institutionnel, les conséquences sur les marchés financiers ou de faire un petit effort. Vous savez combien ça rapporte la réforme des retraites, la mesure d'âge l'année prochaine? C'est 3 milliards d'euros en 2025. Oui, mais en rythme de 3 milliards d'euros. En rythme de croisière, vous savez que c'est plus. Je vous dis que de toute façon, il y aura une décision définitive en 2027. Il vous ouvre la porte, justement. Moi, je vous dis, voilà, j'ai même le mode d'emploi. La réforme, on la gèle, c'est-à-dire que la génération 62, celle qui devait se voir appliquer les gens qui sont nés en 1962, c'est environ 790 000 personnes. C'est pas n'importe quoi. On envoie un signal pour dire, OK, ça ne s'applique pas. La réforme, elle n'est pas déchirée, abrogée. C'est l'illustration de ce que je disais sur vos plateaux. Pas tout le programme, rien que le programme. Voilà. Si la gauche avait été majoritaire, elle aurait abrogé. Elle n'est pas majoritaire. Donc, trouvez les 3 milliards et ils gèlent. Les 3 milliards, je vous les trouve demain matin. Il y a un organisme, un fonds qui s'appelle le Fonds de réserve des retraites, qui ne sert à rien aujourd'hui. Il y a 22 milliards dans le Fonds de réserve des retraites. Il avait été créé par Lionel Jospin à l'époque pour monter à 150 milliards d'euros pour amortir le creux démographique entre 2020 et 2040. Nicolas Sarkozy, en 2010, a détourné l'usage de ce fonds de réserve des retraites pour rembourser la caisse d'amortissement de la dette sociale. Donc il est dévitalisé. Donc franchement, et je termine par là, dans le pays, vraiment, si pour 6 milliards d'euros sur 2 années, ça évite une crise institutionnelle, donc le régime est équilibré et on a une discussion. Est-ce que vous en avez parlé avec vos camarades du Parti Socialiste? Oui, puisque c'est moi qui suis ces questions. Parce que ce soir, à la télévision, le Premier ministre a dit « Je suis prêt à abandonner l'âge de départ à la retraite de 64 ans à condition qu'on me trouve des financements de substitution. » Écoutez, moi, alors, il suffit que demain vous alliez à Matignon, vous et vos camarades, et vous disiez voilà, on a le PAC, et comme ça, d'ailleurs, ça
éteint. C'est dommage, j'ai dit tout ce soir, c'est une tribune que je voulais faire dans la tribune dimanche. Mais bon, voilà. Et ça éteint en plus la colère éventuelle de la droite, parce qu'évidemment, en cédant sur cet âge pivot auprès de la gauche, d'une partie de la gauche, la droite elle va monter au créneau. Mais si vous trouvez les financements qui sont des financements qui sont acceptables par tout le monde, je pense que en clair, la balle est dans votre camp. Parce que je pense en clair, la balle est dans votre camp. Je pense que je pense que la survie de François Bayrou dépend du dossier des retraites. C'est sur les retraites que ça peut achever. Alors moi, je mets un bémol. C'est lui qui l'a mis presque en préalable. Mais il y a dans le même temps la question du budget. Ça peut pas être. C'est pour ça qu'on parle d'un accord de non-censure avec quelques mesures. Mais non, parce que je reprends l'exemple. Ça aussi sur la table, l'abrogation de la réforme des retraites. Non, mais évidemment. Non, mais c'est pour ça que. Mais moi, je prenais dans l'ordre calendaire des urgences. Mais je suis très content que le sujet des retraites soit ainsi remis en haut de la pile. Si vous me dites que il faut qu'on ce soit nous qui fassions le travail de faire la démonstration, mais il n'y a pas de problème. Hein. Moi, demain, je vais à la direction de la sécurité sociale. J'y passe le week-end avec les excellents collaborateurs de cette très belle direction du ministère et on prépare l'article du projet de loi de financement de la sécurité sociale, parce que moi, j'avais même réfléchi à la manière de le faire. Puisqu'on doit faire un PLFSS 2025, on y a introduit un article sur ce gel, parce qu'il faut passer par une loi. On ne peut pas geler de manière décrétale ou de manière réglementaire. Donc franchement, le mode d'emploi, vous savez, nous, on était prêts à gouverner. Voilà, ce scénario-là, c'était celui que nous aurions proposé dans l'accord de compromis. Et donc, on est prêt à le proposer de la même manière. Vous êtes prêt à participer à cette conférence sociale, du coup? Mais évidemment, mais simplement dans le moment, il faut qu'il y ait d'abord ce signal et que le Premier ministre, il aille plus loin. Vous savez, c'est quand même dingue qu'il n'ait pas dit ça dans la conférence cet après-midi. Moi, mes collègues Boris Vallaud, Patrick Kanner, Olivier Faure, quand ils sont sortis cet après-midi, les mines étaient défaites. Olivier Faure a dit qu'il était consterné. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans cette configuration où on sort, on n'a pas de nouveau rendez-vous, on n'a pas de méthode et on n'a rien sur les mesures de fond. Donc, s'il faut attendre les interviews aux 20h de telle ou telle chaîne, il faut qu'ils parlent tous les soirs de chacun des sujets. Vous n'avez je pense pas que c'est la bonne manière de le faire. Ce soir, dans cette interview, vous n'avez pas trouvé de raison de ne pas le censurer? En tous les cas, si à chaque fois il entrouvre un peu plus la porte, tant mieux. Mais dans ce cas-là, qu'il aille au bout et que ce soit y compris vérifié avec les autres forces politiques. Chacun doit faire un effort. Donc nous, on renonce à l'abrogation, on propose le gel, on est prêt en 2027 à perdre les élections si jamais la proposition qu'on fera à ce moment-là et qui sera peut-être issue de la conférence sociale, et peut-être qu'il y aura d'autres idées qui viendront. Parce que c'est un mix. Il peut y avoir la question de la pénibilité, des ressources nouvelles, la question de l'âge, peut-être même la question du système à points. Moi, je ne peux pas faire plus que de dire que je suis prêt à rouvrir toutes les positions. Et vous avez une échéance en 2027. Toutes les positions. Vous gelez pour geler, pas pour réformer. Et vous renvoyez en 2027. Mais c'est parce que Bayrou veut ne pas geler pour vous pousser à réformer très vite. Mais vous savez quoi, on peut aussi... Allez, je prends aussi. Voilà. On gèle. Ça dure que 9 mois, donc le rendement, il est peut-être même moins fort. Voilà, il faut aller chercher 2 milliards parce que c'est juste la génération 62 qui est décalée de 3 mois. Si à l'issue de la conférence, il y a des propositions, nous, je le redis, on a dit adoptons-les par forme de référendum. Je pense que c'est la bonne manière d'abord de remettre un peu un lien de confiance entre la décision politique et l'ensemble de nos concitoyens. Un référendum est possible sur ce type de sujet. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel c'est un peu compliqué là. Je ne vois pas en quoi. Vous savez qu'on avait déposé un référendum d'initiative citoyenne, il n'a pas été retoqué sur le contenu de la disposition. Oui, mais un référendum d'initiative citoyenne. Pardon, d'initiative partagée. Oui, mais il faut que vous ayez 4,5 millions de signatures. Oui, mais là, si le président de la République, dans le deal, dit « je soumets un référendum », encore une fois, c'est la proposition qu'ont fait les socialistes. Donc, vous voyez, plus constructif que nous, franchement. Très bien, constructif. En face, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent cette négociation. Ce que je comprends en tout cas de votre position, Jérôme Gage, c'est que vous attendrez jusqu'au 14 janvier, jusqu'à son discours de politique générale. Je vous ai dit que je voudrais ne pas avoir à attendre jusque-là et que s'il faut travailler entre Noël et vous êtes prêt à jour de l'an, travailler, mais pour l'instant, vous ne décidez pas d'une censure. Voilà, vous attendez pour avoir un cap plus clair. Nous, on vous l'a dit dès le début, pas de censure automatique, systématique. Il faut quand même envoyer des signaux. Une dernière question, Jérôme Gage, avant de laisser de la place à votre allié insoumis, Éric Coquerel, qui va nous rejoindre dans un instant sur ce plateau. Justement, les Insoumis et le Rassemblement National ont un objectif en tête et ils le disent assez clairement, c'est une présidentielle anticipée, un départ d'Emmanuel Macron. François Ruffin lui-même dit la gauche doit s'y préparer. Vous ne vous y préparez pas du tout?
du côté des socialistes? Marine Tondelier nous disait c'est le cas. On s'y prépare aussi chez les écologistes. Nous, on a décidé de prendre nos responsabilités et de dire que dans la période, c'est d'abord l'urgence d'avoir un budget, d'avoir des prises d'avantages, des avancées pour les Français et ne pas ajouter une crise politique supplémentaire à la crise institutionnelle qu'on est en train de vivre. On a un désaccord, en effet, avec notamment la France insoumise. Mais évitons ça. Voilà, encore une fois. Moi, je ne suis pas là à sauter sur ma chaise en disant il faut une élection présidentielle, il faut une élection présidentielle. Là, vous n'avez pas de candidat. Vous n'avez pas de candidat. Détrompez-vous. On peut être inventif, mais moi je pense que ce serait trop des candidats. Vous savez quoi? Je pense que ce serait la pire condition, la pire situation pour nos concitoyens d'avoir une campagne électorale en 30 jours. C'est la course à la démagogie. Ce sera la pire campagne d'élection présidentielle si jamais ça se passait dans ces conditions. Encore une fois, celui qui va se succéder ici va vous dire le contraire. Ouais. Je pense que ça se prépare autrement, une élection présidentielle et ce rendez-vous démocratique. Si élection présidentielle, il y a pardonnez-moi, je suis fatiguée. On l'est tous, avant 2027, vous auriez un candidat face à Jean-Luc Mélenchon, ce que nous a dit Marine Tondelier aussi tout à l'heure. J'ai entendu Marine Tondelier, il faudra que il y aurait une scission que nous du NFP. Moi, j'ai toujours défendu l'idée d'un mode collectif et démocratique de désignation d'un candidat sur la base d'un programme partagé. Ça s'appelle une primaire ouverte de la gauche à partir d'un programme qu'on a retravaillé pour l'adapter à la situation et à l'exercice du pouvoir. Donc, je pense qu'il nous faut un petit peu de temps pour faire ça. Et oui, on a des divergences stratégiques et parfois en plus des divergences de fond, voire des divergences de valeurs. Tôt ou tard, comme disait Lacan, le réel, c'est quand on se cogne, et on peut se cogner à ces divergences qui existent à l'intérieur de la gauche. Divergences de fond et de valeurs, vous dites même ce soir. Merci beaucoup, Jérôme Gage, d'avoir été notre invité.